L'hypersensibilité au bruit est quasiment généralisée chez les personnes avec autisme. C'est surtout un des phénomènes qui va avoir les conséquences les plus importantes dans leur vie quotidienne. Alors, quelles sont les manifestations de cette hypersensibilité? Quelle est leur influence sur l'existence des personnes concernées? Quelles sont les solutions pour mieux vivre avec? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis moi-même avec autisme et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Comme d'habitude, si vous souhaitez me faire des suggestions, me poser des questions, n'hésitez pas à le faire directement en commentaire sous la vidéo, ce qui permettra à tout le monde de bénéficier de nos échanges. Alors, quelles sont les manifestations de cette hypersensibilité au bruit chez les personnes avec autisme? Et tout d'abord, je souhaite préciser, comme dans des vidéos précédentes, que les phénomènes dont nous allons parler ici ne sont pas spécifiques au spectre autistique, on peut les rencontrer de façon plus large dans la population générale. Simplement, dans le cadre de l'autisme, ils vont être beaucoup plus fréquents dans la population concernée, ils vont avoir des conséquences beaucoup plus importantes, et puis on va les retrouver de façon groupée et non pas isolée, et c'est tout cela qui va contribuer potentiellement au diagnostic de spectre autistique. La première de ces manifestations, c'est ce qu'on appelle l'hyperacousie, c'est-à-dire la perception amplifiée, voire très amplifiée, de toute ou partie des bruits qui nous entourent. Et ça va se manifester chez les personnes avec autisme par le fait qu'elles vont effectivement percevoir certains bruits beaucoup plus forts qu'ils ne le sont en réalité. Et puis les personnes avec autisme vont entendre des bruits que les personnes sans autisme ou dites neurotypiques ne vont même pas percevoir. Alors c'est un phénomène physique qui va provoquer chez les personnes avec autisme une sensation de gêne, voire même une sensation insupportable, parfois même des formes de douleur. Et si je dois vous citer quelques cas d'exemples personnels à titre d'illustration, non exhaustifs, eh bien, par exemple, dans le cas des bruits que je vais entendre que des personnes neurotypiques ne vont pas percevoir. Typiquement, on va retrouver les bruits de bouche, donc il peut m'arriver par exemple de dire à ma fille qu'elle fait du bruit avec sa bouche et que ça me gêne, et puis les personnes autour vont dire « mais qu'est-ce que tu racontes, elle fait pas du tout du bruit avec sa bouche ». Mais moi, j'entends bien ces bruits. On va aussi, par exemple, pendant les repas, certaines personnes vont avoir tendance à frotter leur fourchette contre leurs dents. Alors ça, c'est un bruit que moi je perçois de façon très claire et qui va potentiellement me déconcentrer pendant toute la durée du repas. Certaines personnes également peuvent avoir tendance à frotter leurs ongles comme ça sur leurs vêtements, leurs chemises, leurs t-shirts ou leurs pantalons. Et ça, c'est également un bruit que je vais percevoir et qui va me gêner. On va aussi pouvoir parler de tous les bruits de type grincement de porte, même très léger, ou toutes les vibrations électriques, par exemple les bruits que font les chargeurs d'appareils électroniques, les compresseurs de réfrigérateurs, ou bien les bruits que font les chaudières à travers les circuits de chauffage ou les radiateurs. Pour ce qui concerne les bruits que je vais entendre de façon amplifiée, voire très amplifiée, je peux vous parler par exemple des bruits de vaisselle. Le bruit de la vaisselle qu'on lave et qui va taper sur les bords d'un évier par exemple, ou pendant les repas, le bruit des couverts, des couteaux ou des fourchettes sur les assiettes. Je peux vous parler également de tout ce qui va être sonnerie de téléphone ou sirène des véhicules de pompiers et de police qui, si je ne suis pas suffisamment éloigné, vont potentiellement être véritablement insupportables pour moi. Les aboiements de chiens. Et puis, tout cela va être encore amplifié quand ça va être associé, comme on a pu l'évoquer dans d'autres vidéos, à une notion de mouvement, de vitesse et surtout d'accélération. Et c'est notamment le cas des bruits de moteur, les bruits de voitures ou de motos qui vont accélérer brutalement au redémarrage à un feu vert ou à un stop vont être pour moi véritablement insupportables. Deuxième manifestation, c'est ce qu'on appelle la misophonie. Donc c'est différent de l'hyperacousie puisque dans le cadre de la misophonie, certains bruits ne vont pas provoquer une gêne, un inconfort, voire être insupportable ou une douleur, mais vont provoquer une sorte d'état psychique, entre guillemets, violent. Alors, on est là véritablement dans un phénomène qui est psychique, donc, et non physique. Il a la particularité suivante, c'est qu'il est instantané. C'est-à-dire que la misophonie n'est pas liée à la durée d'exposition au bruit en question, elle n'est pas liée à l'intensité de ce bruit, elle est juste liée à l'existence de ce bruit dès sa première seconde. Ce phénomène touche environ 15 à 20% de la population générale, mais il est quasiment systématique chez les personnes avec autisme. Alors, il est mal expliqué aujourd'hui,
Et comme toujours dans ces cas-là, un certain nombre de psychiatres, de psychologues peuvent avoir tendance à psychiatriser, psychologiser ce phénomène, c'est-à-dire à l'associer à des traumatismes survenus durant l'enfance, etc., etc. Et comme on dit, quand on a un marteau, on voit des clous partout. Cependant, les neurosciences ont tendance à démontrer que finalement, ce phénomène pourrait être expliqué par le fait que les zones du cerveau qui sont liées à la perception de ces bruits particuliers sont connectées à des zones du cerveau qui génèrent ces émotions négatives ou violentes de type haine ou colère. Et donc, ce qui explique que ces bruits particuliers vont générer des émotions particulières de façon instantanée. Alors, ça peut aussi expliquer qu'on va retrouver cela de façon beaucoup plus fréquente, quasiment systématique chez les personnes avec autisme, puisque comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, notamment dans la vidéo numéro 4 sur le cerveau avec autisme bénéficie d'un réseau de connexion dans le cerveau qui est différent du cerveau sans autisme, et ce qui pourrait expliquer effectivement que les zones qui gèrent ces bruits particuliers vont générer ces émotions particulières de façon quasiment systématique chez les personnes avec autisme. Alors si je dois vous donner quelques exemples personnels de misophonie, eh bien, on va retrouver de façon très classique les bruits alimentaires, les bruits de bouche, les bruits de mastication, les bruits de déglutition. Dans le cadre professionnel, par exemple, sur un open space, si quelqu'un se met à manger une pomme ou à boire directement à la bouteille, cette personne elle peut être à 10, à 15 ou à 20 mètres de moi, je vais entendre ce bruit et ça va générer chez moi une sorte de bouffée de haine qui va vraiment nécessiter que je prenne sur moi pour ne pas avoir de réaction agressive vis-à-vis de cette personne. À une époque, on avait mis juste en face de moi une personne qui passait ses journées à mâcher du chewing-gum. C'était véritablement insupportable. Je ne pouvais plus travailler quand cette personne était face à moi. Autre type de bruit qui va provoquer ce genre de bouffée d'émotions violentes, négatives chez moi. Quelqu'un qui épluche des légumes, par exemple, ça va générer ce genre d'émotions. Si je le fais moi, ça ne va pas le générer. Mais si quelqu'un d'autre le fait, ça va le générer. Quelqu'un qui se broche les cheveux, ma fille elle a les cheveux longs, quand elle se broche les cheveux, eh bien, il est préférable que je m'éloigne pour ne plus entendre ce bruit, de façon à retrouver un état émotionnel normal. Autre bruit, c'est le bruit que fait un liquide que l'on verse dans un récipient, un verre, une tasse, un bol. Et ça, c'est très particulier parce que ça le fait également quand c'est moi qui verse ce liquide dans le récipient. C'est un bruit qui génère chez moi une émotion vraiment de haine de façon instantanée et systématique. Alors, c'est étonnant parce que c'est un bruit de robinet qui coule, un bruit de cours d'eau, un bruit de vagues au bord de la mer. Tous ces bruits de liquide ne provoquent pas ce phénomène, mais le bruit spécifique d'un liquide qu'on déverse dans un récipient va le provoquer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y avait une publicité à la radio pour une bière, où à la fin du spot, on entendait ce bruit d'une bière qu'on déversait dans un verre. Alors c'était censé, j'imagine, générer chez les auditeurs une sensation d'envie, une sensation agréable. Et bien moi, je ne pouvais pas faire autrement que d'éteindre la radio, de partir à ce moment-là, parce que c'était véritablement insupportable l'émotion que ça va générer chez moi. Troisième manifestation, c'est tout ce qui va être lié au bruit soudain. Alors les bruits soudains, ce sont tous les bruits que la personne avec autisme n'aura pas pu anticiper parce qu'elle n'aura pas vu la cause de ce bruit avant, ou le contexte, de manière générale, ne lui aura pas permis de prévoir la survenance de ce bruit. On peut, par exemple, dans mon cas, les portes qui claquent ou les sonneries de téléphone peuvent provoquer vraiment une sensation extrêmement désagréable. Une sonnerie de téléphone, si j'attends l'appel, je vais très bien la supporter. Une sonnerie de téléphone, si je n'attends pas l'appel, ou les bruits de notification, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment générer chez moi des émotions extrêmement désagréables, des sensations très désagréables. Et c'est pour ça d'ailleurs que bien souvent, mon téléphone est en mode silencieux, pour éviter justement d'avoir tous ces bruits parasites. On l'a vu dans des vidéos précédentes, les personnes avec autisme ont besoin de régularité, ont besoin de prédictibilité, et cela s'applique aux stimulations sensorielles, et donc tout ce qu'elles n'auront pas pu anticiper et prévoir comme bruit va pouvoir générer chez elles des sensations extrêmement désagréables. Quatrième manifestation
de l'hypersensibilité au bruit, c'est tout ce qui va être les acouphènes. Les personnes avec autisme, donc les acouphènes, ce sont ces sifflements permanents ou quasi permanents que l'on peut avoir dans les oreilles, qui ne sont pas toujours bien expliqués. Quand il n'y a pas de traumatisme de l'oreille interne, les personnes avec autisme vont être concernées à raison de plus des 2/3 de la population, donc c'est vraiment très très supérieur à ce qu'on peut rencontrer dans la population générale. Et dans mon cas, j'ai effectivement un acouphène léger, mais quasiment permanent, notamment dans l'oreille droite. Alors tout cela va être encore amplifié et, si on peut dire, aggravé par deux autres phénomènes. Le premier, c'est l'absence de filtre. Les personnes sans autisme, les personnes dites neurotypiques, ont une capacité inconsciente à échantillonner les sons qui sont autour d'elles. C'est-à-dire qu'elles vont être capables de mettre en avant les bruits ou les sons d'intérêt sur lesquels elles doivent porter leur attention, et puis tous les autres vont être mis en bruit de fond atténué. Et donc elles vont être capables de distinguer les bruits importants des bruits qui ne le sont pas. Les personnes avec autisme ne bénéficient pas de ce filtre et elles perçoivent tous les bruits autour d'elles au même niveau, sur un même plan, mélangés dans une sorte de brouhaha, de mixture sonore. Alors le cas typique, il y a plusieurs cas typiques, mais le cas vraiment typique, ça va être les lieux publics, notamment les bars et les restaurants. Moi, si je suis dans une salle de restaurant, par exemple, je vais percevoir absolument tous les bruits de la salle dans une sorte de brouhaha, de bourdonnement permanent. Je vais percevoir les conversations de toutes les tables qui sont autour de moi, et je vais les percevoir au même niveau que la conversation de la personne qui est assise juste en face de moi, ou au même niveau que la conversation des personnes qui sont autour de moi si on est plusieurs. Alors ça veut dire que je vais devoir faire un effort de concentration extrêmement important pour pouvoir justement ressortir de ce brouhaha ce que me dit la personne qui est en face de moi. Et si je ne le fais pas, en fait, c'est extrêmement étrange, mais je vais vraiment avoir du mal à entendre et à comprendre ce qu'elle me dit, à le ressortir de tout ce bruit environnant. Un autre cas d'école de cette absence de filtre, la façon dont ça peut être gênant, ce sont les musiques d'ambiance. Les musiques de fond que l'on va par exemple rencontrer dans les centres commerciaux, ou les musiques qui sont censées animer les rues dans les villes, notamment dans les cités balnéaires pendant les vacances, ou bien la musique que l'on va nous imposer, nous infliger, j'aurais tendance à dire, dans le cadre professionnel, notamment dans le cadre d'ateliers censés être créatifs, puisque le fond musical est censé stimuler la créativité. Et bien toutes ces musiques-là, en fait, vont être pas filtrées, donc vont s'imposer à moi. Ça peut être le cas aussi de tout ce qui est postes de radio ou postes de télévision qui vont être allumés dans une pièce alors que je ne regarde pas cette télé ou je n'écoute pas cette radio. Alors moi, justement, quand j'écoute la radio, la télé ou quand j'écoute de la musique, je le fais de façon spécifique, je ne fais que ça, et je le fais souvent avec un son probablement plus fort que la normale, de façon à ce que ce son recouvre tous les autres bruits environnants et ressortent donc naturellement de ce brouhaha sonore. Et je crée ce filtre un petit peu de façon artificielle en élevant le son de ce que je veux écouter de façon spécifique. Un autre cas typique, ce sont les salles de cinéma. Depuis que les salles de cinéma en fait sont devenues des sortes de confiseries dans lesquelles on projette des films, mais moi je ne vais quasiment plus au cinéma parce que cette absence de filtre fait que pendant la projection, je perçois de façon extrêmement forte les bruits des papiers de bonbons, les bruits des pop-corn, et ça m'empêche littéralement de me concentrer, de profiter de la projection. Le deuxième phénomène qui aggrave tout cela, on en a parlé dans la vidéo précédente sur les particularités sensorielles, c'est le phénomène de rémanence. C'est-à-dire que les personnes avec autisme, tous ces phénomènes émotionnels et physiques que l'on vient de décrire, elles vont les ressentir bien après, pendant beaucoup plus longtemps que le stimulus, le bruit qui les a provoqués lui-même, pendant des minutes après, voire pendant des heures, et donc ça va vraiment, ces inconvénients vont vraiment perdurer bien au-delà du bruit qui les a provoqués.
Alors, quelles sont les conséquences de tout cela dans la vie des personnes avec autisme? Ben, elles sont très importantes parce que les bruits, ils sont autour de nous tout le temps et partout. Et surtout, on s'aperçoit que tout cela va impacter tout ce qui concerne les lieux publics et la vie sociale. On va parler des bars, des restaurants, on va parler de la rue, de la ville, on va parler du lieu de travail, on va parler des salons professionnels, on va parler de tout ce qui est les endroits où il y a beaucoup de monde, où il y a des conversations multiples. Et toutes ces situations-là, qui représentent une part extrêmement importante de la vie quotidienne, vont être difficiles à gérer par les personnes avec autisme, par l'environnement sonore qu'elles génèrent. Alors, tout cela va générer chez les personnes avec autisme de la fatigue, donc de l'irritabilité, donc potentiellement de l'agressivité. Cette agressivité, cette irritabilité ne sont en fait que des mécanismes d'autodéfense inconsciente des personnes avec autisme. Les personnes avec autisme vont aussi avoir tendance à, dans ces contextes-là, à se renfermer dans, entre guillemets, dans leur bulle, c'est-à-dire qu'elles vont, entre guillemets, fermer les écoutilles, elles vont se renfermer sur elles-mêmes de façon à se reconcentrer sur les sons, entre guillemets, ou les voix qu'elles ont dans la tête et qui donc vont leur permettre d'évacuer, de ne plus percevoir les bruits, entre guillemets, agressifs qui les environnent. Et puis, les personnes avec autisme peuvent avoir tendance, finalement, consciemment ou inconsciemment, à rentrer dans des stratégies tout simplement d'évitement des situations, toutes ces situations sociales qui sont bruyantes et qui vont générer chez elles des situations vraiment très désagréables. Alors, cette sensation de bulle, cette mise en bulle, ces stratégies d'évitement, finalement, vont provoquer dans leur entourage des réactions qui vont être des interprétations qui peuvent être du style « elle nous fait la gueule »,« on ne l'intéresse pas », ce genre de choses. C'est pas du tout le cas. En réalité, tout cela, consciemment ou inconsciemment, ne sont que des stratégies de protection par rapport à un environnement sonore qui vraiment provoque chez elles des sensations extrêmement désagréables. Alors, quelles sont les solutions que l'on va pouvoir essayer de mettre en œuvre pour atténuer tout cela? La première, comme d'habitude, c'est d'abord de bien comprendre ce qu'on ressent, de bien comprendre quels sont nos mécanismes de défense conscients ou inconscients et d'être capable de les expliquer également à notre entourage. Il est extrêmement important pour une personne avec autisme de vivre dans un environnement qui naturellement va être calme. Il est important pour elle de travailler dans un environnement qui va être calme également. Il est important pour elle de pouvoir avoir une pièce, que ce soit dans son environnement personnel ou professionnel, une pièce dans laquelle elle va pouvoir s'isoler. Et il est important qu'elle puisse s'isoler justement quand elle en a besoin. Tout cela, en fait, va lui permettre de garder de l'énergie, de préserver sa fatigue de façon à pouvoir mieux affronter les situations bruyantes qu'elle n'aura pas le choix d'éviter. Si la personne avec autisme ne peut pas s'isoler, il est important pour elle de pouvoir utiliser des outils de type casque anti-bruit, bouchon d'oreille ou ne serait-ce qu'écouteurs de téléphone qui vont lui permettre d'atténuer l'environnement sonore qui l'entoure. Et c'est important qu'elle puisse le faire, c'est important qu'elle puisse le faire sans être jugée par son entourage, puisque l'entourage doit comprendre qu'en fait, tout cela, cette façon de s'isoler, cette façon de s'éloigner, cette façon d'utiliser des casques ou des écouteurs ou des bouchons d'oreille qui vont atténuer les bruits, ce n'est pas contre les personnes qui l'entourent, mais c'est justement pour pouvoir rester dans un état émotionnel qui va lui permettre de rester disponible à son environnement et d'être à l'écoute de son environnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura à nouveau permis de mieux comprendre la façon d'être, la façon de vivre et la façon de réagir parfois des personnes avec autisme. Je vous remercie à nouveau de me suivre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la chaîne.